Bien, merci beaucoup. Bonjour. Alors, j'aime bien utiliser mes mains. Je vais juste faire un test. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez correctement? Ok, très bien. Je préfère utiliser les mains, c'est beaucoup plus agréable. J'ai peut-être un côté italien, on va dire ça comme ça. Peut-être. Il faudrait que j'en parle à ma mère, mais je ne sais pas. Je m'appelle Brian Kiel et avant de démarrer en fait ma présentation, je voudrais remercier Hélène, Damien, Cathy, Florian, enfin bref, tous ces gens-là qui ont pensé à m'inviter. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis venu, c'est sympa à Bordeaux. Et surtout, la communauté est vraiment sympa. Et donc, le travail que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un certain nombre d'activités qu'on a commencé à faire au laboratoire. Alors, ça sort un peu du champ classique de ce qu'on fait avec les matériaux électroactifs, en particulier avec les ferroélectriques. Mais je pensais que c'était intéressant aussi parce que, je pense qu'une des idées aussi de ce genre de workshop là, c'est de pouvoir montrer des choses un peu nouvelles ou auxquelles on n'est pas tout le temps habitué. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour essayer de simplifier un maximum de choses. Donc, c'est un travail qu'on fait avec un certain nombre de groupes. Il y a les noms qui sont indiqués ici. Hein. Et la grosse partie de la présentation, elle est en particulier, le travail a été fait en particulier par Wafa Abdouni, qui est la postdoctorante qui a travaillé énormément là-dessus. Donc, comme je ne savais pas trop à qui j'allais avoir affaire aujourd'hui, donc j'ai quand même mis un transparent ou deux pour rappeler des bases, c'est toujours important. Donc, parce que les matériaux électroactifs, c'est relativement large quand même. Et ce sur quoi moi je vais m'intéresser, c'est en particulier les matériaux ferroélectriques ou leurs cousins. Et donc, ces matériaux ferroélectriques, ils sont caractérisés par une polarisation rémanente qu'on est capable d'inverser par champ électrique. Et on a différents types de matériaux qui peuvent présenter ce genre de propriétés. En particulier, les oxydes de structure perovskite, mais ce n'est pas uniquement cela. Et en particulier, des polymères, comme le PVDF, qui est indiqué sur ce transparent-là, mais pas uniquement ce type de matériaux-là organique. Donc, c'est une famille relativement large, et donc chacun peut y trouver son bonheur, a priori. Alors, tout se passe à l'échelle de la maille. Et juste, je voulais montrer cette image-là, je l'aime beaucoup. C'est Oana Hondurache qui a mesuré ça. C'est sur une couche mince de BiFeO3, c'est un matériau ferroélectrique classique. Et sous le faisceau du microscope, là, vous voyez que les atomes sont en train de bouger. Et en fait, comme les atomes sont en train de bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme ces atomes-là, c'est plutôt des ions, ça veut dire que vous avez des charges qui sont en train de bouger et donc une polarisation qui est en train de bouger. Donc, on comprend bien que cette polarisation, si elle est sensible à votre faisceau d'électrons, qu'elle va être sensible à beaucoup d'autres choses aussi, dont le champ électrique, évidemment, ce qui va nous intéresser en particulier ici. Donc, ça, c'est pour les matériaux ferroélectriques. Mais en fait, il n'y a pas que les ferroélectriques. Quand on parle de ferroélectrique, il ne faut pas oublier qu'on met une grosse famille dedans, dans laquelle on va mettre les matériaux ferroélectriques qui montrent cette hystérèse simple. Mais on peut rajouter les matériaux antiferroélectriques qui vont avoir une double hystérèse dans la fonction P en fonction de E, ou les matériaux relaxeurs qui est pareil, c'est un hystérèse, mais qui va être plus aminci, plus smooth en anglais, qui est représenté ici. L'autre aspect des matériaux ferroélectriques et leurs cousins, toute cette famille-là, c'est qu'on va pouvoir coupler l'élément clé de ces matériaux-là, qui est la polarisation. Cette polarisation, on va pouvoir la coupler à un certain nombre de paramètres autres qui peuvent exister dans les matériaux, comme la déformation. Et donc, à chaque fois qu'on va appliquer une contrainte mécanique, hein, c'est la piézoélectricité, on va agir sur l'élasticité du matériau, et ça, comme la déformation et la polarisation sont couplées, nécessairement, on va intervenir sur la polarisation, et donc on va avoir un mécanisme de piézoélectricité. Et vous voyez qu'il y a plein de paramètres qui sont possibles. Et donc, ce qu'on fait, nous, au laboratoire, on travaille sur ce type de matériau-là. Donc, là, c'est un transparent qui va être très, très chargé. Donc, je le démarre tout doucement. Il ne s'agit pas de tout retenir, là, ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est juste de faire une sorte de montrer à quoi ça peut servir et vous montrer un peu ce nous, on fait un peu au laboratoire avec des grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ce transparent-là, parce qu'il a énormément de charge. Donc, à chaque fois qu'on parle de polarisation, la première chose à laquelle il faut s'intéresser, évidemment, vous avez une polarisation, mais à chaque fois que vous avez une polarisation, vous allez avoir des charges, et en particulier des charges de surface. Et donc, une fois que vous avez ces charges de surface, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Et une des choses classiques qu'on peut faire, c'est ce qu'on
l'énergie storage, comment dire en français? L'énergie storage. Voilà, le stockage d'énergie, c'est comme ça. Donc, quand on parle de stockage d'énergie, en fait, c'est les charges qu'on va pouvoir accumuler et puis restituer dans le matériau. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire, mais aussi on peut utiliser cette polarisation avec ces charges pour piloter d'autres choses. Vous pouvez imaginer, par exemple, c'est l'image qui est complètement à droite, ça c'est une image qui montre la chose suivante, ce sont du graphène, ça c'est une mesure d'un graphène, et ce graphène-là, on voit ces 6 pics qui caractérisent le cône de Dirac associé à ce graphène-là. Et ce qu'on fait, c'est que lorsque vous prenez un ferroélectrique, vous venez déposer du graphène dessus, en jouant avec la polarisation vers le haut ou la polarisation vers le bas, vous allez modifier les charges à la surface, et donc les charges qui vont être ressenties, qui vont être complétées par le graphène, et ça va impacter notamment l'énergie de Fermi de ce graphène. Donc voilà, c'est une des choses qu'on peut faire. C'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qu'on peut faire. Évidemment, quand on parle de polarisation, quand la polarisation apparaît dans un ferroélectrique, en général, elle est accompagnée d'une déformation, et donc mécaniquement, on peut jouer dessus, et c'est là où on va faire de la piézoélectricité. Et là aussi, je parle de piézoélectricité, c'est au sens très très large, parce que dans piézoélectricité, vous pouvez y rajouter un peu d'électrostriction, un peu de flexoélectricité, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais on peut rajouter toutes ces composantes-là. Et donc, quand on va appuyer sur le matériau, on va le déformer, donc on va générer des charges dans le système. Ou inversement, c'est une mesure qui est au milieu de la partie basse, là, où lorsque vous allez appliquer un champ électrique, vous allez pouvoir déformer votre matériau. Évidemment, on sent bien qu'on va pouvoir faire des actionneurs ou des capteurs très, très facilement, et ou de la récupération d'énergie. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup au niveau du laboratoire, où on essaie d'associer le piézoélectrique à une application de récupération d'énergie très facilement. L'autre chose qu'on peut imaginer aussi, c'est que la polarisation, elle existe pour un domaine de température donné, et à un moment donné, très souvent, dans un ferroélectrique, elle va se casser la figure dans la phase paraélectrique. Et donc, à ce moment-là, vous avez une grosse variation avec la température de la polarisation. Et ça, encore une fois, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on va appeler la pyroélectricité ou l'électrocalorique. Florian est là, je pense qu'il pourra en parler aussi. Et là aussi, c'est des choses que l'on fait où vous allez pouvoir, l'objectif c'est quoi? Vous appliquez un champ électrique, appliquer le champ électrique proche de la température critique, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez modifier la dynamique des dipôles dans le système. Donc, vous allez modifier aussi la mise en ordre ou pas de ces dipôles-là, donc l'entropie. Et une fois qu'on joue sur l'entropie, on va jouer sur la température. Donc, si vous ordonnez, en général, vous avez tendance à faire du chaud. Et si vous relâchez ou redésordonnez vos dipôles, en général, vous allez faire du froid. Donc ça, c'est des choses que l'on fait pas mal, et donc notamment on a un projet avec Florian sur cette partie. La chose aussi que l'on peut faire, c'est qu'une fois que vous avez votre polarisation, vous pouvez très facilement la coupler avec une aimantation. Ça, c'est des choses aussi que l'on fait. J'ai vu que dans les résumés, il y avait des gens aussi qui faisaient ça. L'objectif, c'est simple, c'est qu'au lieu de piloter l'aimantation avec un champ magnétique et donc très souvent avec un courant qui coûte de l'énergie, l'idée, c'est de coupler une polarisation à cette aimantation-là. Comme la polarisation, je suis capable de la retourner avec une tension, donc pas avec un courant, avec une tension, avec un champ électrique, eh bien, vous voyez que si je retourne ou que je modifie l'orientation de ma polarisation, si les deux sont couplés, mon aimantation va être impactée aussi. Et c'est l'image qui est à droite, là, dans ce panel-là. Elle montre que c'est une aimantation d'un fer rhodium qui a été déposé sur un BaTiO3. Et donc, en appliquant la tension sur BaTiO3, on change l'aimantation de ce fer rhodium. Donc là, c'est un magnétoélectrique et c'est un couplage indirect qui se fait au niveau de l'interface entre ces deux matériaux. Enfin, une autre chose que l'on peut faire, c'est qu'un ferroélectrique, très souvent, c'est un semi-conducteur. Comme c'est un semi-conducteur, ça peut ressembler à beaucoup d'autres semi-conducteurs et donc on peut les utiliser notamment pour faire des cellules solaires. On pourrait imaginer ça. Évidemment, ici, la quantité de courant en particulier, elle est vraiment très, très faible. Donc, pour ce type d'application-là, c'est pas forcément optimal. En revanche, comme c'est relié à la polarisation, on peut imaginer plein d'autres applications. Et sur le panel en haut à gauche, c'est une mesure qu'on a faite sur Synchrotron, où vous prenez un matériau, je crois ici c'était BiFeO3, et vous venez illuminer ce matériau-là, et en l'illuminant, vous allez le déformer. Et là, c'est des images de diffraction rapide. Le pic initial, il est en bleu, et vous voyez qu'avec le temps, une fois que vous avez envoyé la lumière sur votre matériau, avec le temps, vous avez un deuxième pic qui va apparaître, et donc vous êtes en train de déformer votre matériau. Donc le matériau reçoit comme une sorte d'onde dans le système et se modifie. En fait, il ne reçoit pas d'onde véritablement, c'est juste lorsque vous allez envoyer de la lumière, qu'est-ce que vous faites?
Bah, comme c'est un semi-conducteur, vous allez créer des électrons et des trous. Ces électrons et ces trous vont venir écranter les charges qui étaient associées à la polarisation. Et en écrantant ces charges-là, bah, votre polarisation change. Comme la polarisation elle est reliée à l'élasticité aussi de votre matériau, bah, votre matériau se déforme. Donc la lumière permet de faire de l'actuation avec un ferroélectrique. Et enfin, un autre aspect, ce sur quoi je vais me concentrer maintenant, c'est l'aspect plus le lien avec de la chimie. C'est comment utiliser ces matériaux-là. Comme ils sont semi-conducteurs et au-delà, eh bien, on va pouvoir les utiliser pour faire de la catalyse. Et c'est le propos maintenant de la partie un peu plus développée du projet, de la présentation, qui est la suivante. Donc ça, c'est encore une fois, c'est Wafa qui travaille beaucoup là-dessus. L'idée est très très simple, c'est que la photocatalyse, en gros, on envoie de la lumière, on crée des charges de surface, ces charges de la surface vont interagir avec l'environnement externe, ils vont concasser des molécules. Eh bien, cette photocatalyse, si on a un matériau ferroélectrique, ben, je vous ai dit que c'est un semi-conducteur, donc on peut faire de la photocatalyse avec un ferroélectrique. Mais comme c'est un ferroélectrique, eh bien, on peut lui aussi appliquer des contraintes externes comme une contrainte mécanique, une contrainte thermique. Donc, on peut faire de la piézocatalyse, de la pyrocatalyse, etc. Et ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement la lumière comme stimuli, vous allez avoir d'autres paramètres externes qui vont pouvoir éventuellement amplifier l'efficacité de la catalyse. Donc, dans la présentation, je vais me concentrer uniquement sur la partie piézocatalyse. Comme je sais qu'il y a beaucoup de piézoélectriques ici, donc je me suis dit pourquoi pas la piézocatalyse. Et en fait, c'est là où on a fait le plus de boulot aussi. Donc, je triche un peu. Donc, juste pour rappeler ce que c'est que la photocatalyse, vous avez bande de conduction, bande de valence, vous envoyez de la lumière, si l'énergie est suffisante, les électrons qui sont dans la bande de valence montent dans la bande de conduction. Ces charges-là, si elles réussissent à arriver à la surface de votre matériau, ben ces charges-là vont pouvoir réagir avec l'environnement externe et créer ce qu'on appelle des radicaux qui vont être très, très réactifs. Ces radicaux comme O2 point moins là et OH point vont rentrer dans un processus d'oxydoréduction dans le système et vont venir, entre guillemets, découper des plus grosses molécules. Ces molécules-là, ça peut être des polluants, par exemple, et vous venez les détruire de cette façon. La piézocatalyse, c'est un tout petit peu plus différent. Et je vais vous montrer que c'est différent comme process, en fait. En fait, il y a deux modèles qui sont proposés aujourd'hui. Pour être honnête, souvent, dans la littérature, quand vous regardez la littérature dans ce domaine-là, il y a toujours ceux qui disent que c'est plutôt le modèle 1, les autres qui veulent dire c'est le modèle 2. Honnêtement, c'est les deux en même temps. Les deux contribuent. C'est un peu de l'un, un peu de l'autre. Ça dépend vraiment du matériau. C'est un peu quand on parle de liaisons iono-covalentes. Bah, dans les liaisons iono-covalentes, il y en a qui sont très ioniques et d'autres qui sont très covalentes. Donc là, c'est le même principe. Donc, si on considère en fait les deux mécanismes, le premier il est simple. C'est une fois que le matériau est piézo, donc vous allez avoir ce qu'on appelle un piézopotentiel qui apparaît dans le matériau. En gros, si c'est un piézoélectrique au départ, bah, vous induisez une polarisation. Si c'est un ferroélectrique au départ, bah, vous modifiez l'amplitude de votre polarisation. Et ce truc-là fait que la structure de bande va se courber. Et en se courbant, on va faciliter les réactions chimiques à l'extérieur parce que vous vous mettez au bon niveau d'énergie pour pouvoir faire des réactions externes. Ça, c'est le premier modèle. L'autre modèle, c'est, en fait, comme vous avez une polarisation, ben cette polarisation, c'est un moins et un plus, on va venir écranter avec un plus et un moins. Enfin, un plus et un moins. Y arriver. D'accord? Eh bien, ces charges, le fait d'avoir de la polarisation, va faire qu'on va avoir des charges d'écrantage et elles vont pouvoir aussi interagir avec l'environnement externe. Et en fait, ces deux processus sont différents. Je vous montre juste cette image qu'on a faite, c'est des résultats de RPE qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui montrent juste la chose suivante, que les spectres sont différents. Quand c'est photocatalyse, c'est le même matériau, hein, photocatalyse ou piézocatalyse, vous voyez que les spectres sont différents. Et donc, comme les spectres c'est différent, ça veut dire que les radicaux que l'on crée ne sont pas les mêmes. Donc, quelque part, ça veut bien dire que les deux process ne sont pas tout à fait équivalents. Donc, l'un est différent de l'autre a priori. Et donc, nous, on s'est intéressé à faire de la piézocatalyse et le matériau qu'on a choisi, c'est celui-là. Alors, j'ai beaucoup parlé de BiFO3. Pourquoi BiFO3 est intéressant pour faire de la catalyse, de la photocatalyse? En fait, il présente trois trucs très, très importants. Si vous voulez faire de la
piézo-catalyse, la première chose, c'est de raisonner energy harvesting. Et quand on parle energy harvesting, alors j'ai mis cette formule-là, on peut trouver avec des carrés ou pas des carrés, ça dépend du modèle que vous prenez, hein, c'est pas c'est pas le problème. Le point qui est important ici, c'est qu'à chaque fois que vous voulez optimiser le coefficient piézoélectrique D dans cette figure numérique, eh bien, c'est bien d'avoir un epsilon, une constante d'électrique qui soit petite aussi. Et ça, c'est pas si évident que ça quand on y réfléchit. Très, très, très souvent, lorsque le D est important, le epsilon l'est aussi. Donc, c'est pas toujours trivial de trouver un compromis là-dedans. Donc, on peut, par exemple, prendre un PVDF, c'est intéressant pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Parce qu'un PVDF, c'est un D, effectivement, qui n'est pas forcément énorme, mais l'epsilon est petit. Donc, c'est pas mal. Comparer un BATE3, ça se fait. C'est pas mauvais. L'autre point qui est important, c'est comme on veut aller vers des objets petits. Pourquoi on veut aller vers des objets petits? Parce que si on raisonne de la façon photocatalyse, on crée des charges, des électrons et des trous à l'intérieur, et ces charges, il faut qu'elles arrivent à la surface. Si vous faites un grand truc comme ça, les charges ne vont pas arriver. Elles vont se recombiner. Et donc, on veut faire un truc petit. Et si on veut faire un truc petit, ben, là, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que si on prend un ferroélectrique, n'importe quel ferroélectrique ou beaucoup des ferroélectriques classiques, si vous les faites petits, ben, en général, vous allez avoir tendance à tuer la ferroélectricité et donc la piézoélectricité. Donc, quand vous faites petit, ben, là aussi, c'est pas bon. Mais en même temps, vous voulez faire petit parce que vous voulez récupérer des charges à la surface. Donc, là aussi, il y a une sorte de compromis à trouver. Et BiFeO3 a ce grand avantage-là, c'est que c'est un des rares ferroélectriques qui a à la fois des déplacements associés à la polarisation, qui est énorme, c'est une centaine de microcoulombs par centimètre carré, et à la fois, d'un point de vue structural, outre les déplacements, vous avez aussi des tilts, des oxydes d'oxygène qui sont relativement forts, à peu près 14 degrés. C'est énorme. Dans un BaTiO3, il n'y a pas ces tilts-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous commencez à faire petit, si vous n'avez que la polarisation, bah, les atomes vont revenir à la position initiale, enfin, quasi cubique, et donc vous perdez la polarisation. Mais si vous prenez un BiFeO3, si vous faites ça, bah, le système a un autre moyen de relaxer cette contrainte mécanique associée à la surface. Ce sont les tilts. Il va agir sur principalement les tilts et conserver la polarisation. Pourquoi je vous dis que ça conserve la polarisation? Regardez le diagramme de diffraction qui est là. C'est le diagramme de diffraction pour des poudres dont la taille moyenne est d'à peu près 50-60 nanomètres. C'est petit. Et vous voyez que le diagramme de diffraction, là, vous avez des splittings de pics, acceptez-le, hein, on le voit. Eh bien, le splitting qui traduit la structure du matériau, la déformation en particulier de la polarisation du matériau, eh bien, c'est le même que celui du bulk. Donc, le fait d'avoir fait BiFeO3 de là à là n'a pas impacté l'aspect structure au sens polarisation de notre matériau. Et ça, c'est intéressant. Le D n'est pas fort, le epsilon est faible, et on conserve les propriétés ferroélectriques. Et l'autre chose, c'est que c'est un des ferroélectriques dont le gap est relativement bas, et donc pour accumuler aussi de l'énergie comme arrivant du Soleil, ça commence à être important. Donc tous ces paramètres-là font que c'est un matériau intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on a fait pour la mesure piézocatalyse? Comment ça marche? Vous prenez un bain ultrason. Dans ce bain ultrason, vous prenez un bécher. Dans le bécher, vous mettez votre polluant. Ici, c'est de la rhodamine B, c'est en rose. Voilà. Et dans ce bécher-là, vous avez mis votre polluant, vous venez mettre vos nanoparticules de BiFeO3. Vous mettez on. En général, la puissance, c'est le seul paramètre qu'on peut faire varier, et puis la fréquence est de l'ordre de 45 kHz. Quarantaine de kHz. Je pense que les bains ultrasons, tout le monde a ça en laboratoire, donc vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Et après, ce qu'on fait, comme c'est la rhodamine B et qu'elle est rose, eh ben, elle va avoir un spectre optique. Donc là, c'est l'absorption du matériau. Et on voit que le pic qui est fort initialement, eh bien, il se casse la figure avec le temps de vibration dans le système. Donc, on applique juste des vibrations. On se met dans le noir et on applique juste le bain ultrason. D'accord? Et une fois qu'on a eu fait ça, bah, ce qu'on fait typiquement, enfin, les gens en général qui travaillent dans le domaine font ça, on trace un C sur C0, on voit bien que ça se casse la figure. On fit en général ça par une loi qui ressemble de signatif de premier ordre, et on récupère un K qui est en gros la vitesse de réaction du système. Et quand on fait ça, ben on trace et on obtient des valeurs qui sont ici. On l'a testé sur plein de pigments, de couleurs, de trucs colorés, et sur des antibiotiques, et ça marche assez bien. Les valeurs qui sont indiquées là, en fait, elles sont plutôt fortes par rapport à ce qui existe dans la littérature. Dans le cas de la rhodamine B, par exemple, c'est la valeur la plus haute jamais mesurée pour le moment avec ce type de caractérisation.
Donc, ça marche plutôt bien. Et l'autre chose, comme je vous l'avais dit, ça absorbe aussi, parce que c'est un gap de l'ordre de 2,2, 2,6 électronvolts, ça va absorber aussi une partie de la lumière dans le visible, donc le spectre solaire et l'absorbance qui est indiquée ici dans le cas de billets de froid. Et donc, la courbe rose, c'était la piézocatalyse. La courbe bleue, c'est plutôt la photocatalyse. Vous voyez que piézocatalytiquement, BiF3 est meilleur que photocatalytiquement dans le cadre de la rhodamine. Et si on combine les deux, on a un fait synergétique. Et donc, on va avoir une efficacité. Vous voyez, au bout de 5 minutes, il n'y a plus de rhodamine B dans notre solution. Maintenant, la question qui se pose, combien de temps il me reste parce que je suis très, très bavard. On va démarrer un petit peu en retard. Je ferai un signe. 5 minutes avant. Il reste une dizaine de minutes. OK. Oui. Merci. Il faut m'arrêter en général. Oui, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas démarré la session. Et donc, la question qui va se poser maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux, ça, il n'y a pas de problème. On peut toujours faire mieux. Et donc, le faire mieux, c'est quoi? Je vous avais dit, il faut essayer d'optimiser un peu ces 3 paramètres-là, c'est-à-dire la figure de mérite, le fait que la structure, il faut trouver un moyen pour que la polarisation soit conservée dans le milieu, dans le système, ou en tout cas que l'effet piézo soit conservé, et plutôt des bandes gap qui soient relativement bas. En fait, on peut faire même encore mieux. On peut faire encore mieux, et on ne va pas utiliser des ferroélectriques, mais on va utiliser des antiferroélectriques. Et ça c'est assez nouveau. Pourquoi c'est nouveau ou pourquoi c'est assez contre-intuitif? Quel est le coefficient piézoélectrique d'un antiferroélectrique? 0. D'accord? Un antiferroélectrique n'est pas piézoélectrique. Donc, Brahim, qu'est-ce qui t'arrive dans la tête à penser à un antiferroélectrique pour faire de la piézocatalyse? Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Je vais vous montrer que ça a du sens. Avant tout, l'antiferroélectrique, je vous le rappelle, c'est surtout ça. En général, ceux qui font du stockage d'énergie, ils utilisent cette courbe-là, ils essayent d'augmenter la surface violette par rapport à la surface jaune, enfin jaune plus violet. Donc, ils essaient d'augmenter cette surface-là. Et en fait, ces matériaux-là, ils sont utilisés pour faire des capaciteurs, des condensateurs électrostatiques. Et vous voyez dans quelle gamme c'est? C'est dans des puissances qui sont fortes et des énergies qui sont faibles. C'est-à-dire que le temps est extrêmement important. Ça veut dire qu'en très peu de temps, vous allez pouvoir relarguer des charges dans votre système. D'accord? Ou dans l'autre sens. D'accord? Et ça, c'est important. C'est un paramètre important. Je vais vous montrer. Les antiferroélectriques, la chose qui est la plus importante ou que les gens traitent beaucoup, c'est le passage antiferro-ferro sous champ électrique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On peut faire de l'électrocalorique. On appelle l'inverse électrocalorique, on peut les trouver là-dedans. On peut faire des forts photovoltages. Là, c'est souvent dans le cas de PbZrO3, qui est le matériau modèle antiferroélectrique. On peut faire de l'électrorésistance, des jonctions tunnels à partir d'antiferroélectriques. On peut faire des switches thermiques. On peut faire de l'électrodéformation, qui peut être très large, au moment de la transition en particulier, évidemment. Maintenant, la question, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose? Et la réponse, évidemment, est oui, je vous l'ai dit. Donc, la question, c'est celle-là. Est-ce que ça pourrait marcher pour faire de la catalyse? Normalement, vous dites ça, on est d'accord, 0, non. Et après, vous dites, pourquoi pas? Et le pourquoi pas vient de deux choses, deux paramètres, deux remarques importantes, qui sont vraiment très importantes. C'est comment ça marche dans un bas ultrason. Quand on réfléchit à comment ça marche dans un bas ultrason, vous appliquez une certaine des ondes acoustiques vont être générées dans votre système. La fréquence, elle est autour de 40 kHz. Vos particules, elles font quelques dizaines de nanomètres. Donc, c'est pas vos particules qui vont faire rentrer en résonance avec cette fréquence-là. D'accord? En revanche, ce qui se passe, c'est que vous avez de la cavitation qui se fait. Vous avez des bulles d'air, le fameux vous voyez des bulles à l'intérieur de l'objet. Quand ces bulles d'air augmentent, une fois qu'elles atteignent une taille critique, elles vont imploser. En implosant, elles larguent une onde de choc, une onde de choc qui va être importante. Donc, ça fait que vous avez une onde de choc qui va se propager. Cette onde de choc-là, quand elle arrive sur votre particule va subir cette onde de choc-là et elle va faire quelque chose. Et quand on estime la valeur de ces ondes de choc, donc là, c'est un calcul par élément fini,
Le truc rose qui oscille, c'est la fréquence autour de la quarantaine de kHz. Et vous voyez, de temps en temps, vous avez un pic noir qui apparaît, qui monte dans les gigahertz, dans les gigapascales. Gigapascal. Ça, c'est une pression de gigapascal. Donc, quand vous avez un matériau qui subit du gigapascal, il peut lui arriver beaucoup de choses. Et ça donne une idée, c'est se dire, en fait, si on fait ça, rappelons comment ça marche dans un ferroélectrique. Polarisation, imaginez ici dans cette figure, vous avez une onde qui arrive horizontalement. Votre amplitude de polarisation va varier. Comme la quantité de charge de surface dépend de l'amplitude de polarisation, hein, la polarisation, c'est une densité de polarisation, densité de charge. Donc, c'est des charges par unité de surface. Et donc, lorsque vous allez augmenter la polarisation, vous allez augmenter la quantité de charge que vous avez besoin pour écranter cette polarisation. Et une fois que l'onde est passée, vous revenez à la position initiale et vous avez des charges à la surface qui sont excédentaires. Et ces charges excédentaires, vous allez utiliser. Vous voyez, le moyen d'augmenter cette quantité de charge excédentaire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vous partez de P et vous tuez complètement la polarisation et vous le revenez à P. Donc ça veut dire que c'est un système où on peut imaginer démarrer antiferro. Il n'y a pas de charge d'écrantage dans ce cas de figure-là. Lorsque le matériau subit une contrainte mécanique et il devient ferroélectrique, vous allez avoir des quantités de charge et ces charges-là vont être disponibles. Donc un antiferroélectrique, là on est content, on se dit, pas mal, pourquoi pas, essayons. On prend BiFeO3, on dope le BiFeO3 de sorte à le rendre de ferroélectrique à antiferroélectrique par dopage. La courbe en bas à gauche, là, c'est pour illustrer ce qui a été fait typiquement dans les couches minces sur d'autres matériaux, dans lesquels on peut mesurer facilement la polarisation du champ électrique. Vous voyez bien en face de la courbe ferroélectrique rouge à antiferroélectrique dans le vert bleu, autour de 14-16%. Donc, on a fait des particules, on a regardé la structure. Cet ordre antiferroélectrique qui a en général deux polarisations vers le haut, deux polarisations vers le bas, deux polarisations en haut, deux polarisations vers le bas, donc en moyenne 0. Et on prend la composition 16% pour laquelle on montre ce truc. Donc on est antiferroélectrique, on rentre dans un domaine antiferroélectrique autour de 16% dans le cas de. Et là, on repart du résultat dans BiFeO3 au départ. Et on va regarder la tétracycline, vous voyez, on est à 15 10-3 minutes par minute. On prend cette tétracycline-là, on fait exactement la même expérience et on mesure pour les différentes compositions de notre matériau. Et vous voyez que le K, la vitesse de réaction, c'est-à-dire l'efficacité, on va dire, de la réaction, se fait de façon forte autour de 16%, là où il y a la phase antiferroélectrique. Donc ça a l'air de marcher, ça marche plutôt bien. Donc on a fait ça, et vous voyez, ça c'est dans le cas de BiFeO3, juste pour vous donner la différence. Donc il y a un ordre de grandeur de différence. C'est indiqué ici, ça c'est ce qui existe dans la littérature pour cette tétracycline-là, et vous voyez qu'avec les antiferroélectriques qu'on a utilisés, on est clairement au-dessus de ce qui existe dans la littérature. On a fait ça, c'est reproductible, on a fait ça, on a rajouté la lumière, ça marche, comme dans un piézo classique. On a fait ça avec des antibiotiques, des perturbateurs endocriniens, des DAI, je dis le mot en français, et même des PFAS, ça marche plutôt très bien. Et on a fait ça aussi sur plein d'autres antiferroélectriques, juste pour vous dire que c'est pas juste BiFeO3, on a pris aussi les antiferroélectriques modèles qui étaient des ZRO3 et NaNDO3, et on a joué avec. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller rapidement. J'ai pas beaucoup de temps. Ouais, mais c'est pour pouvoir discuter après, en fait. C'est sympa. Donc, je vous montre juste dans le cas de PZ2. L'avantage de PZ2 ici, c'est qu'on l'a pris sous forme d'une couche mince. Dans le cas d'une couche mince, le gros avantage, c'est qu'on est capable de mesurer P2. Pas évident tout le temps, hein, ça dépend de la qualité de la couche, mais on est capable de P2. Sur une nanoparticule, voilà, je suis prêt à prendre des paris maintenant, là, vous n'allez pas y arriver. Et quand vous commencez à faire une céramique, ça devient très, très compliqué, il y a des fuites, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais disons que c'est très, très compliqué. Et ça, c'est la polarisation dans cette couche de PbZrO3 qui a été poussée, qui a été fabriquée sur ce substrat-là et les couches intermédiaires, notamment une électrode basse. Et rappelez-vous, je vous avais dit que normalement, on devrait avoir, lorsqu'on met ce truc-là dans le bain, c'est ce qu'on a fait, vous avez le bain ultrason qui est à droite, on a pris la couche mince de PbZrO3, on a mis des contacts électriques, et puis on a mis dans le bain. On a mis dans le noir, et puis on va allumer la machine. Et lorsqu'on allume la machine, ce qu'on va mesurer, on va mesurer le courant dans notre système.
La courbe bleue, c'est quand il n'y a pas d'onde infrasonore, donc le bain est éteint. Et lorsque on allume le bain, vous voyez que de temps en temps, vous avez un pic de courant qui arrive. Il n'est pas très haut ici, en fait, parce qu'il sature avec notre appareil. Comme on voulait faire des mesures ultra rapides ici, relativement rapides, donc on a une limitation d'un point de vue courant et tension dans le système. Et vous voyez que vous avez ces fameux pics qu'on avait par modélisation estimés possibles. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le seul paramètre qu'on puisse jouer avec, c'est la puissance. La fréquence, elle est fixée par la taille. Enfin, vous voyez, la piezo, ça marche. Il y a les dimensions qui sont importantes. Donc, voilà, c'est fixé. En revanche, la puissance, on peut la faire varier. Et là, ce qu'on a fait, c'est que si vous prenez la courbe verte de la polarisation en fonction du champ électrique, vous la mettez là-bas, et vous mettez la puissance, cette fois-ci, à la place du champ électrique et la dégradation, le taux de dégradation dans le système, les points noirs qui apparaissent dans le système, vous voyez qu'en fonction de la puissance, le taux de dégradation augmente et il suit assez bien ce qui se passe avec un champ électrique. De là à dire que l'effet du champ électrique est le même que la contrainte mécanique, pas tout à fait, hein, évidemment. Pas tout à fait. Mais en tout cas, là, ça marche plutôt. Juste pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, parce qu'en fait, quand on travaille avec les antiferroélectriques depuis un moment, l'antiferroélectrique, normalement, un antiferroélectrique, c'est des hétérophores, c'est ce cas-là. Si je viens appuyer dessus, en fait, je vais favoriser l'antiferroélectricité. Je ne vais pas faire apparaître. Ça va pas marcher. Mais là, c'est différent. Là, je ne suis pas en train de faire ça. Là, je fais ça. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est un pulse mécanique qui arrive sur le matériau de façon très rapide. Et en général, quand ça fait dans le matériau il va faire ouh, il va respirer comme ça. D'accord? Et donc, on a fait des modélisations avec le groupe de Laurent Bellèche, Belaïch, parce que je fais en français. Et donc, ça, c'est un pulse qui a été utilisé. Et vous voyez ce qui se passe ici? Juste pour vous traduire l'image ici. On démarre avec un antiferroélectrique, donc les polarisations sont 0, total. Et lorsque l'onde arrive dans le matériau, qu'est-ce qui se passe? Le matériau, il fait ça. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous avez de la ferroélectricité qui apparaît, puisque la polarisation, composante de polarisation qui apparaît dans le système. Et donc, vous avez nécessairement une transition anti-ferro. S'agit-il d'une ferrostable, thermodynamiquement, etc.? Non, je ne pense pas. Là, on travaille en hors d'équilibre. Et quand on est en hors d'équilibre, on parle, vous avez certainement entendu parler des hidden phases. Donc, ces phases cachées dans le système, elles sont juste hors d'équilibre, elles sont là, mais on n'arrive pas à les atteindre parce qu'en général, on regarde l'état d'équilibre thermodynamique. Mais ces états-là peuvent exister, mais c'est le cas aussi. On l'a fait, juste pour vous dire, donc on peut créer, outre casser des molécules, on peut créer de l'hydrogène, du H2O2, on peut, je vais arrêter là, ça va suffire. Mais on l'a fait aussi sur ce Na2O3, même avec des céramiques, ça marche. C'est juste pour vous dire qu'on peut vraiment l'utiliser des nanoparticules, mais aussi des céramiques, moins bien que des nanoparticules. Mais comme les processus, vous avez dit la première RPE là au départ, comme les processus sont un peu différents, c'est pas forcément très. J'arrête là, c'était trop long, désolé, mais ça suffit. C'est très bien, le temps passe, on ne va pas passer. On comprend le besoin des maths. Merci. J'ai besoin des maths. Bon, maintenant, je suis utile, mais j'avais besoin. Merci, Brahim. Donc, en fait, voilà, avec les chairs de cette session. Donc, s'il y a des questions. Ah oui, je sais, c'est le matin, c'est dur. Ah, Mario, pardon. Ouais. Tu as besoin du micro, Mario? Non. Oui. Je crois que j'ai un peu de question. Tu fais le plan pour la est-ce que tu as fait aussi en agitation autre Ouais. Tu peux avoir un peu de. J'ai oublié le terme. Ce terme-là, friction, enfin, mais la friction, mais ça donne la tribo. Voilà, merci. Tu peux avoir la triboélectricité. Merci beaucoup. Tu peux avoir la triboélectricité. En fait, non, l'agitation des particules, ça a zéro effet.
En revanche, ce qui peut se passer, tu mets ton barreau aimanté, alors l'aimant peut jouer en fonction si c'est le matériau doux, etc. Mais tu peux imaginer, si ta poudre n'est pas super fine, elle n'est pas bien, tu peux imaginer que de temps en temps, tu en écrases quelques-unes, et donc tu fais de la tribo dessus. Donc, tu peux imaginer ce truc-là. Ça, on a vérifié. C'est pour ça que tout le temps, dans les courbes qu'on monte, on a toujours des courbes témoins dans lesquelles on s'est mis dans les conditions dans les trucs avant d'avoir appliqué l'ultrason. Mais effectivement, il y a des gens qui font ça. Hein, ils font de la tribo pour générer des charges, faire de la tribo catalyse. Ici, c'est pas le cas. Ah, pardon. Dans l'autre. Vas-y. Je reviendrai. Ah oui, peut-être. ça va. De toute façon, je l'ai fait fabriquer. Ah oui. Allez. Là, les nanoparticules utilisées, elles sont en suspension dans le. Ouais, elles sont ouais, on vient les mettre dans la solution, on met un barreau pour essayer d'homogénéiser le tout. Ça, on le fait. Il y aurait un intérêt à les immobiliser quand même, parce qu'en fait, après, Oui. pour les sortir. Oui. Ça, c'est vraiment très, très important. Très, très important. On a fait des trucs. Je vais te dire, honnêtement, on a fait pas mal de choses, notamment là, dans le BFO3, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait même plongé ça dans des PVDF. Pourquoi le PVDF? Parce qu'il est aussi ferro, et donc voilà, c'était une matrice qui permettait de faire des choses. Mais tu vois, à ce moment-là, ça veut dire que quand tu fais ton PVDF, les seules particules, en plus du PVDF évidemment, qui vont interagir, c'est celles qui auront la surface à l'extérieur de la solution. Et toutes celles qui sont à l'intérieur, voilà. Donc, ça marche, mais ça marche moins bien que si c'était des particules libres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est soumis à un bain ultrason. Et le bain ultrason fait que ta feuille, on fait ça sous forme de feuille, ta feuille de PVDF, à un moment donné, elle se décompose, elle s'effrite, et donc tu perds. Donc, ce que tu pensais gagner, tu vois, tu regardes en plus des PVDF, je ne veux pas être méchant, je n'ai rien contre les PVDF moi-même, hein, mais tu regardes des trucs fluorés dans la solution. On peut faire avec des céramiques. Je montre juste le résultat de céramique. Là, c'est NaNbO3, un antiferroélectrique aussi. On l'a fait avec des particules. Hein. Les particules sont indiquées en quelle couleur? C'est une couleur, je ne sais même plus. Non, ce n'est pas une couleur. Les particules, c'est des courbes avec les triangles qui sont les parties basses du système. Mais tu vois déjà, il y a une efficacité à faire ça avec une céramique. Encore une fois, au départ, on avait raisonné un peu comme tout le monde. Hein. Photocatalyse, il faut faire petit pour avoir ça. Mais en fait, c'est les processus, on ne les comprend pas toujours, hein, pas encore, hein, d'accord. Mais les processus ne sont pas les mêmes à la surface, et donc à ce moment-là, si tu n'as pas besoin d'avoir des électrons qui arrivent à la surface, mais que tu as besoin, imaginons, tu as une polarisation dans ton matériau, et on sait que si tu as une polarisation dans ton matériau, à la surface, tu vas avoir des trucs qui vont s'absorber. Et ces trucs-là, si tu les absorbes, désorbes, je ne sais pas, on peut imaginer plein de réactions possibles dans le temps. Donc, mais ça marche. Avec une céramique, ça marche. Et là, l'avantage de la céramique, hop. L'autre avantage de BiFeO3, c'est qu'il est, quand tu le fais petit, il a une tendance à prendre du magnétisme, et donc tu pourrais utiliser un aimant pour les récupérer aussi. Donc, si tu plonges un aimant, tu en récupères, mais tu ne vas jamais tout récupérer. Ça me fait penser à quelque chose de. Ouais. J'avais une deuxième question. Je vais essayer d'être plus court alors. Oui. Je vais répondre plus Après, court. on discutera parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Est-ce que la taille des particules est adaptée à la fréquence du. Non. Vous ne trouvez pas la raison? Non, pas du tout. On est vraiment très très loin de la raison. Tu vois, les particules, elles font quelques dizaines de nanos, on est au kilohertz. Ça fait rien du tout, quoi. Ça fait rien. Mais tu peux le faire. Hein. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire à ce moment-là. Tu vas avoir un autre effet qui va être la sonocatalyse. C'est un processus, un mécanisme. Mais c'est le faire. Avec cette question, est-ce que vous avez essayé de localiser les ultrasons?
Ouais, alors en fait là, je dis pas tout, on a un jeune chez nous qui a démarré une start-up là-dessus, et en fait un des nerfs de la guerre contre les manipulations matériaux, c'est comment optimiser le réacteur. D'accord? Et effectivement, comment optimiser le réacteur, c'est comment faire que les ultrasons, en fait c'est pas que les ultrasons, tu vois, il y a les ultrasons, comment il faut les adapter pour qu'il y ait des cavitations qui soient suffisamment efficaces pour pouvoir produire les ondes de choc. Oui, elle va jouer. Elle va jouer, mais elle va jouer pour la génération d'ondes de choc. Elle ne va pas jouer directement pour faire ça à la particule. La particule, elle ne va pas faire ça avec les quelques kilos. Dans les bains classiques, tu peux monter à 80 kHz. Les bains qu'on trouve classiquement. Et typiquement, entre 20 et 80 kHz, les particules font quelques dizaines de nanos. C'est vraiment les explosions. Ouais, exactement. La pression. Alors, on a des collègues qui font ça en Angleterre. Qui font ça. Et je ne sais pas exactement, mais ils ont des sondes pour mesurer ça. En fait, c'est une physique qui est déjà vachement développée. Il y a plein de papiers là-dessus. Nous, on s'était basé sur les papiers au départ pour avoir une estimation pour les ordres de grandeur. Mais il y a des collègues qui ont des capteurs là. Mais je ne peux pas te dire plus que ça. À discuter. Alors, une dernière question, le temps que Jinkai pardon. parce que c'est vrai que Brahim est bavard. Ouais, je suis désolé. Non. Merci. Ouais, complètement. Tu parlais aussi des CSLCD, tu as pu quand tu l'avais, la déjà sorte de plein de choses en surface. Ouais. Pas forcément de l'algorithme. C'est une édition de taille qui est un petit peu large. En fait, ça va être vraiment parmi les paramètres d'optimisation. Je dirais que là, le jeune qui travaille sur l'aspect plus, il faut que ça produise, on va dire que ça comme ça. Nous, on parle plus du côté, il faut que ça marche, dans le sens, ça marche pourquoi? Eux, ils cherchent à optimiser, justement, là, il y a des tailles de grains, la distribution des grains, d'autres dopants qu'on a utilisés. On peut imaginer de mettre un truc à la surface, mais si tu mets un truc à la surface, à ce moment-là, tu ne vas pas réagir de la même façon. Après, on est en train de regarder de comment les attacher. Tu pourrais imaginer des MOF autour, par exemple, des choses comme ça. Après, tu peux les attacher sur des matrices particulières aussi. On est en train de regarder ça, mais honnêtement, oui, tu peux jouer. Ouais, tu peux jouer avec ça. En fait, il y a beaucoup de paramètres qu'on n'a pas regardé. Merci encore.